Cet amendement reprend l'article 1 de la proposition de loi visant à renforcer la transparence financière de la vie politique. Nous avions présenté, ici même dans l'hémicycle, en octobre 2010. Donc cet article 1, il dit simplement qu'il faut corriger aujourd'hui une faille de la loi sur laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de politique nous alerte depuis 1995. Aujourd'hui, le plafonnement à 7 500 € pour les dons de personnes physiques s'applique partie par partie, et il est tout à fait possible à une même personne de verser plusieurs fois 7 500 € à autant de partis politiques qu'elle le souhaite. Cet amendement que je défends avec mon collègue Laurent Grand-Guillaume ce soir prévoit la possibilité pour un emprunteur de pouvoir résilier tous les ans et en cours de prêt son contrat d'assurance sans avoir à verser d'indemnité ou de frais. L'amendement prévoit aussi la possibilité de dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. L'objet principal de nos travaux a donc été de porter un éclairage, celui du Parlement, sur la politique publique de soutien aux mécanismes de solidarité entre sport professionnel et sport amateur. Parmi les données économiques que nous avons pu recueillir lors de cette mission d'information commune, il en est une qui permet de mieux cerner les enjeux financiers liés au sport professionnel. Les clubs professionnels de basket, de football, de handball et de rugby développent à eux seuls un chiffre d'affaires de près de 1,7 milliard d'euros. Concernant la fiscalité, nous proposons aussi d'étudier, en y associant les représentants du football professionnel, l'impact et les modalités de mise en œuvre de la contribution exceptionnelle de 75% due par les entreprises sur les salaires annuels supérieurs à 1 million d'euros. D'après les chiffres qui sont dans le document budgétaire, j'aimerais que le ministre nous confirme bien que l'an prochain, la mesure de pouvoir d'achat, c'est-à-dire les 1 milliard qui vont être rendus là aux foyers fiscaux à travers la fin du gel et le mécanisme de décote, c'est bien à peu près 7 millions de foyers fiscaux qui verront leur impôt sur le revenu diminuer, 200 000 foyers fiscaux qui deviendront non imposés. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des locaux du groupement de gendarmerie départementale de la Loire, situé rue Claude Aude à Saint-Étienne depuis 1979. Les locaux de service de la caserne sont devenus exigus et vétustes. Ceux du centre opérationnel sont inadaptés aux besoins actuels. Les frais d'entretien sont en constante augmentation. J'avais proposé, ici même, en 2009, à votre prédécesseur, une solution originale. Regrouper sur un même site les services départementaux de la gendarmerie et de la police nationale au sein d'un hôtel de la sécurité intérieure. Monsieur le ministre, seriez-vous favorable à mener une réflexion sur une éventuelle expérimentation d'un regroupement des forces de sécurité sur le site de Saint-Étienne? J'ai bien compris qu'il fallait que nous soyons imaginatifs et donc je m'engage à revenir vers son cabinet avec la préfète de la Loire avec de tels dispositifs. Merci beaucoup. Et je voulais, au nom de tous les élus stéphanois, le remercier pour la zone de sécurité prioritaire qu'il a créée sur le quartier de Montrénaud. Montrénaud, un quartier de Saint-Étienne que l'État et les collectivités locales souhaitent revaloriser. Le taux de chômage atteint 40% chez les moins de 25 ans. La délinquance a certes diminué, mais les indicateurs économiques et sociaux sont préoccupants, d'où la classification en ZSP, zone de sécurité prioritaire. Les acteurs sociaux, éducatifs, les bailleurs sociaux, les transports en commun, les services de l'État, enfin, la collectivité aussi et la ville de Saint-Étienne, qui vont pouvoir échanger des informations très régulièrement et pouvoir agir très concrètement pour réduire à la fois les phénomènes de délinquance et aussi les incivilités. Monsieur le Président, je souhaite vous interpeller très directement sur l'avenir du centre de traitement du courrier de Montrénaud à Saint-Étienne. Suite à la remise du rapport de Jean Caspar qui vous invitait à une gestion plus apaisée des projets de réorganisation du groupe La Poste, vous vous étiez engagé à un ralentissement du rythme de mise en œuvre des évolutions d'organisation et à associer étroitement les personnels et les organisations syndicales à un diagnostic partagé. La semaine dernière, la direction du courrier Loire-Vallée-du-Rhône du groupe La Poste a annoncé aux salariés son intention de transférer dès 2014 l'activité de traitement du courrier du centre de Saint-Étienne-Montrénaud vers la plateforme industrielle courrier régional de Saint-Priest dans le Rhône, et ça concerne 150 emplois. Donc ma question est très simple, Monsieur le Président. Quelles sont les raisons impératives pour justifier cette annonce brutale dans des délais très courts de régionaliser le traitement du courrier à Lyon?
et quelles seront les conséquences en termes de développement durable puisqu'on va multiplier notamment les acheminements par camion, et comment vous allez organiser le dialogue avec les élus et les salariés concernés. Bienvenue sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, votre nouvelle radio dans la Loire et la Haute-Loire. France Bleu, France Bleu. Ma question n'étonnera pas le ministre des Transports. Elle portera sur la future autoroute A45. Monsieur le ministre, vous connaissez bien la situation de la liaison intercité Lyon-Saint-Étienne, assurée aujourd'hui par l'autoroute A47. Cette autoroute est non seulement accidentogène, mais connaît aussi une congestion croissante. La saturation du trafic impacte fortement l'environnement, ainsi que le cadre de vie de quelques 100 000 riverains. Elle se traduit aussi par un déficit d'accessibilité lourd de conséquences pour le développement économique des entreprises locales. L'alternative réside uniquement dans la réalisation d'une liaison autoroutière parallèle à la précédente, l'A45. La commission Mobilité 21 a bien saisi l'urgence de cette situation puisqu'elle a placé l'A45 parmi les 20 projets classés en première priorité dans son rapport du 27 juin 2013. Il est capital aujourd'hui que le calendrier de mise en œuvre soit respecté. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaitais vous demander si vous pouviez à ce jour nous confirmer les délais de réalisation des prochaines étapes de ce projet très attendu pour notre territoire. Ma question au ministre concerne la charge financière excessive qui pèse sur les petites communes de plus de 3500 habitants qui accueillent sur leur territoire de grands centres hospitaliers intercommunaux du fait de leurs prérogatives d'état civil. Je vais vous donner un exemple. Dans ma circonscription, le CHU de Saint-Étienne est situé sur la commune de Saint-Priest-en-Jarret, 6000 habitants. Entre les actes de naissance, les actes de décès et les copies d'actes d'état civil, la charge d'état civil représente près de 300 000 € pour le seul CHU. C'est la quasi-totalité des charges financières d'état civil de la commune. Nous avions envisagé, avec la dizaine de communes qui sont regroupées dans l'association des petites villes hospitalières, de déposer un amendement au projet de loi de finances qui supprime le seuil de 3500 habitants et renforce le mécanisme de solidarité financière intercommunale au profit des petites villes hospitalières. Donc simplement ma question est de savoir si Madame Lebranchu pourrait nous indiquer si elle compte donner une suite favorable dans l'hypothèse où nous déposions cet amendement au moment de l'examen du second texte décentralisation pendant l'année 2014. Voilà. Le PEAD, il a été mis en place en 1987. C'est une idée de Coluche, des Restos du Cœur, et qui a été mis en pratique par Jacques Delors. Je pense que par rapport à nos concitoyens, au niveau des citoyens européens, aujourd'hui, c'est une des rares
politique, sociale et de solidarité concrète qui est identifiée comme telle. Ce n'est pas simplement la question du fait qu'on est, nous, le troisième pays bénéficiaire en France après la Pologne et l'Italie avec 78 millions d'euros et 4 millions de personnes concernées. C'est aussi derrière des associations de solidarité, vous les avez évoquées tout à l'heure, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, le Secours populaire, les Restos du Cœur, qui aujourd'hui, leurs ressources sur l'aide alimentaire, c'est entre 25 et 55% qui provient du PEAD. Monsieur le Premier ministre, le président de la République, François Hollande, a fixé un cap clair pour ce quinquennat. Le redressement de notre pays dans la justice, avec une priorité, la jeunesse. Tous les indicateurs dont nous disposons sur la situation des jeunes sont alarmants, en particulier la pauvreté. Nous pouvons tous le constater. De nombreux jeunes renoncent aujourd'hui à se soigner ou ne trouvent pas à se loger, faute de moyens financiers. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux associations de solidarité ou aux épiceries solidaires pour se nourrir. Avec l'examen des articles 5 à 10, nous allons traiter de la prise en compte de la pénibilité au travail, et c'est un moment historique dans l'hémicycle. Ces articles constituent une avancée, un progrès social sans précédent, je le dis, en particulier en faveur des ouvriers. Ces articles répondent à une injustice, une inégalité sociale majeure, l'inégalité devant l'espérance de vie du fait des conditions de travail pénibles. Je crois que la grande différence avec le dispositif de 2010 de nos collègues de l'opposition, c'est que la prise en compte de la pénibilité va pouvoir se faire notamment sur les effets différés sur la santé des conditions de travail pénibles et pas sur un constat médical immédiat. Mais pour la première fois dans notre histoire des relations sociales, il y aura un dispositif pénibilité au travail qui concilie le volet de prévention, mais surtout, il y aura en plus un volet compensation de la pénibilité au travail avec de grandes possibilités. Bien évidemment, le maintien de rémunération en cas de passage en temps partiel tout au long de la vie, et puis cette possibilité d'avoir aussi des trimestres supplémentaires, de valider pour la retraite, et donc de la possibilité de partir de façon anticipée. J'aimerais souligner les avancées et les nouveaux droits ouverts par ce budget 2014 pour les anciens combattants. Vous étiez engagé l'an dernier à satisfaire une vieille revendication du monde combattant qui est la carte à cheval pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. Cet engagement, il est tenu. Vous vous engagez dans le projet de loi de finances 2014 à relever le montant garanti pour l'aide différentielle pour les conjoints survivants de 900 à 932 €. Et c'est aussi un deuxième engagement qui est satisfait. Troisième mesure, la subvention pour le budget de l'action sociale de l'ONAC. Il y aura 1,3 million d'euros supplémentaires en 2014 pour le budget de l'action sociale de l'ONAC et 3 millions en 3 ans sur le triennal. Donc, c'est des nouveaux droits ouverts et ce sont des avancées. L'ensemble des dépenses fiscales pour le monde ancien combattant, non seulement elles sont préservées, mais elles vont augmenter l'an prochain. Puisque, comme vous le savez, les dépenses sur la demi-part supplémentaire pour les contribuables de plus de 75 ans, titulaires de la carte de combattant, vont passer de 330 millions d'euros en dépenses fiscales à 370 millions d'euros, puisque les anciens d'Afrique du Nord, c'est le plus gros contingent. C'est aujourd'hui 1 million d'anciens combattants sur les 1 200 000 qui bénéficient de la carte du combattant, arrivent le plus souvent à cet âge de 75 ans. Attends, ma question porte, et je termine par là, sur la question de l'éventuelle extension et élargissement de l'aide différentielle aux conjoints survivants aux anciens combattants eux-mêmes les plus démunis. Vous m'aviez écrit au début de l'année dernière, en janvier 2013, quand je vous ai saisi de cette question, en disant que vous aviez recommandé aux services départementaux de l'ONAC
d'examiner les demandes d'aide financière de ces anciens combattants les plus démunis avec bienveillance. François Hollande a fait de la jeunesse la priorité de sa campagne pendant les présidentielles. Et donc, il était tout à fait normal que le premier texte de loi que nous examinions dans cette session extraordinaire, à l'automne, très vite, soit consacré à l'emploi des jeunes et donc au chômage des jeunes qui aujourd'hui est le drame numéro 1. Donc il fallait une mesure volontariste sur l'emploi, bien évidemment, de ces jeunes. Ce sera les emplois d'avenir, les 150 000 d'ici 2014. Mais ça sera aussi complété par d'autres mesures, comme le contrat de génération, qui s'adresse plus spécifiquement là au secteur privé, aux PME en particulier, pour organiser la transmission des savoir-faire entre les salariés seniors et les plus jeunes des salariés. Mais il est très important de dire que ces emplois d'avenir sont un marchepied pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Nous avons eu l'occasion avec Michel Heinrich la semaine dernière de présenter un rapport de suivi de notre mission au comité d'évaluation et de contrôle sur la performance des politiques sociales en Europe et en particulier sur les mesures qui concernent le retour à l'emploi. Ça a été l'occasion pour nous de délivrer un certain nombre de satisfecit et je vais y revenir très rapidement, en particulier sur la question des contrats aidés, puisque votre budget 2013, monsieur le ministre, va mettre fin à l'instabilité juridique et financière des contrats aidés, notamment au phénomène de stop and go. Deuxièmement, sur les moyens à Pôle emploi. 2000 emplois sont en cours de recrutement, vous les avez budgétés pour 2013. Tout cela va dans le bon sens, surtout que c'est des CDI. Je rappelle les chiffres que nous avions mis dans le rapport. 215 ETP pour 10 000 chômeurs en France pour le service public de l'emploi, 420 pour 10 000 chômeurs en Allemagne. Donc il y avait nécessité effectivement de renforcer les moyens humains. Le projet de loi de finances 2014 répond à deux grands objectifs, deux grandes priorités politiques. Première priorité, réussir l'inversion de la courbe du chômage dans la durée, et c'est un engagement du président de la République. Deuxième priorité, conforter et amplifier la reprise de la croissance économique que l'on sait aujourd'hui fragile. La priorité à l'emploi et au travail se traduit par un effort budgétaire sans précédent. 4 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros supplémentaires par rapport à ce qui était programmé. Avec l'emploi, le soutien à la reprise économique est l'autre grande priorité du projet de loi de finances 2014.
feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Dans le domaine du sport, les crédits de 231,2 millions d'euros prévus en 2014 pour le programme 219 sont stables. Ils permettront de préserver les missions prioritaires du ministère, le sport pour tous, la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive, le sport comme outil de santé publique, l'accompagnement individualisé des sportifs de haut niveau dont les crédits progresseront de 5%. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now we're naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Maybe it's hard when you feel like you're broken and scarred. Nothing feels right, but when you're with me, I'll make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it and you wanna steer, but I'm shifting gear. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. You wanna know how to make me smile? Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, run it right. La question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, pour les enfants, pour ceux qui ne partent pas en particulier, aujourd'hui des séjours de vacances longs, plusieurs jours,
est un facteur d'épanouissement ou pas. Et je pense que la mission y répond tout à fait de ce point de vue-là. C'est une injustice et une inégalité sociale majeure, le fait de ne pas partir en vacances pour 3 millions d'enfants aujourd'hui. Sur le statut du volontariat de l'animation, on a eu l'occasion d'en discuter avec la ministre Valérie Fourniron lors de son audition il y a 15 jours. Je crois que l'objectif n'est pas effectivement de substituer un statut par rapport à ce qui doit être le droit du travail qui s'applique dans la filière des métiers de l'animation. Ça, c'est le droit commun, mais simplement de pouvoir faire coexister sur un modèle bien particulier qui est celui de l'engagement citoyen, de l'engagement bénévole, un statut du volontariat de l'animation à côté du statut de salarié et des métiers de l'animation collective. Dans le cadre d'une mission parlementaire, Régis Joannico, député PS de la Loire, et Jean-Frédéric Poisson, député UMP des Yvelines, se sont vus confier en décembre dernier une mission d'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Comment on fait aujourd'hui pour améliorer l'orientation scolaire dès le collège, par exemple? Comment on fait aujourd'hui pour qu'il y ait moins d'échecs des étudiants dans les premières années de l'enseignement supérieur? Comment on fait pour que les jeunes soient moins dans la précarité dans leurs premiers emplois? Comment on fait pour raccourcir aussi cette période où ils quittent leur domicile parental, souvent autour de 24-25 ans aujourd'hui, et gagnent en autonomie. Donc toutes ces questions-là, nous allons les passer au crible, avec bien évidemment un souci, mieux coordonner les acteurs de terrain, et aussi simplifier et rendre plus performants les dispositifs qui visent à la mobilité sociale des jeunes, c'est-à-dire à ce qu'ils aient une ascension verticale tout au long de leur vie professionnelle et pas simplement un parcours figé avec leur diplôme dès le plus jeune âge. Si l'on prend en compte l'ensemble des moyens consacrés à la jeunesse par le gouvernement, réunis dans le document de politique transversale « Politique de la jeunesse », l'effort de l'État s'élèvera l'an prochain à 81,5 milliards d'euros, soit près d'un tiers du budget total de l'État contre 80,59 milliards d'euros en 2013, ce qui représente une progression de 0,7%. Je veux souligner 3 mesures de soutien favorables aux associations et aux nombreux emplois créés dans ce secteur. Première mesure, le maintien intégral des dépenses fiscales liées à la réduction d'impôts au titre des dons aux associations. 1,33 milliard d'euros au titre des dons pour les 5 millions de ménages qui font des dons, ajoutés aux 770 millions d'euros au titre des dons effectués par les 32 000 entreprises. Cela représente au total un effort de plus de 2 milliards d'euros qui est de nature à conforter la générosité publique. Deuxième mesure, et c'est une mesure nouvelle, elle découle de l'amendement que nous avons voté l'an dernier lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative élargissant l'abattement de la taxe sur les salaires de 6 000 à 20 000 euros pour les associations. Avec cette disposition, 70% des associations employeuses ne paieront plus de taxes sur les salaires à partir du 1er janvier 2014. Cela représente un effort financier supplémentaire de 300 millions d'euros pour soutenir la vie associative. 51 millions d'euros seront directement dédiés à l'emploi associatif. 26 millions d'euros au titre du FONGEP, dans son rôle d'accompagnement de 3 700 emplois qualifiés, et 25 millions d'euros au titre du budget du CNDS pour financer 3 000 emplois sportifs. Plus largement, en ce qui concerne l'emploi associatif, je veux rappeler la création de 15 000 emplois d'avenir dans le domaine de la jeunesse et du sport, dont 2 tiers des contrats sont d'ores et déjà signés. La consolidation de 340 000 contrats aidés, dont la durée moyenne sera portée à 12 mois en 2014, cela m'a été confirmé par le ministre de l'Emploi Michel Sapin en commission élargie la semaine dernière, et la perspective de création de plusieurs centaines de milliers d'emplois qualifiés dans le secteur de l'éducation populaire à l'occasion de la réforme des rythmes éducatifs et de la mise en place des projets éducatifs de territoire. Oh yeah! So scared of breaking it that you won't let it bend. And I wrote 200 letters I will never send. Sometimes these cuts are so much deeper than they seem. You'd rather cover up, I'd rather let them be. So
skin.